Comme toujours, la maladie d'Alzheimer, nous semble-t-il, fonctionne comme un miroir grossissant qui exacerbe les questionnements et invente de nouvelles réponses qui serviront à tous, nous l'espérons, demain, et qui d'ores et déjà sont utiles pour accompagner les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Parier sur les compétences des personnes malades, trouver les moyens de les écouter, quel que soit l'état d'avancement de sa maladie, l'aider à renouer avec un monde dont elle a parfois oublié les codes et accepter aussi que le moment d'échange vécu sera peut-être oublié à la prochaine visite. Ce n'est pas encore le cas, mais peut-être qu'un jour vous arriverez chez cette dame et qu'elle ne vous reconnaîtra pas, mais votre plaisir d'être avec elle perdurera, mais c'est compliqué à ce moment-là, néanmoins. L'accompagnement de personnes atteintes de troubles cognitifs, donc finalement, on pourrait dire, est une école d'humilité, car pour les entendre, il faut savoir affronter nos peurs. Pour entendre les personnes malades, il faut renoncer à notre désir de vouloir remettre en ordre de marche, je cite, cette mémoire, j'aime beaucoup cette image, cette mémoire qui s'est renversée, qui s'est éparpillée. C'est ce que dit Tahar Ben-Jelloun dans son livre sur sa mère, sur ma mère. Le bénévole, par la place qu'il occupe et par la nature même de son action, est ontologiquement préparé pour faire face à ce défi de l'humilité. Je pense que les deux témoignages que nous avons eus et tous les autres que nous aurons au long de cette journée nous le prouveront, si tant est que ce fut nécessaire. Néanmoins, il ne faut pas négliger la complexité du contexte particulier de la maladie d'Alzheimer et la question de la structuration, de la formation, de l'accompagnement des bénévoles qui est fondamentale. Comme les aidants professionnels, comme les aidants familiaux, même si c'est dans une moindre mesure, ils sont susceptibles d'être épuisés psychologiquement et d'être épuisés. La relation avec une personne atteinte de troubles cognitifs est d'une grande richesse, on a pu le voir, mais elle mobilise nos affects, elle favorise des interrogations sur notre propre existence. Bénévolat, étymologiquement, veut dire bonne volonté, M. Anglès-Doriac l'a rappelé en ouverture, et ce terme qui est plus familier pour nous que celui de volontaire, qui pourtant a fait florès à l'étranger, traduit bien la beauté du don, la gratuité de l'action. Mais n'oublions pas la nécessité, et ça a été déjà dit, de l'inscription de l'action du bénévole dans un cadre social structuré. Comme il est dit dans la Charte internationale du bénévolat, je cite, « Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, d'une manière désintéressée, dans une action organisée au service de la communauté. » En d'autres termes, le bénévole ne tisse pas avec l'autre un lien singulier hors du temps et de la société, bien au contraire, il inscrit sa démarche dans un espace social et citoyen. La nature des actions des bénévoles, comme nous le verrons tout au long de cette journée, sont diverses. Elles témoignent de l'inventivité, de l'originalité des démarches et de l'intelligence des réponses apportées à des questions souvent hautement complexes. Ces actions, pour être à l'avenir comprises, utilisées, diffusées, reproduites, encadrées par la loi même, puisqu'on a rappelé que seules les questions de fin de vie en termes de bénévolat étaient formalisées par la loi, doivent être analysées en tenant compte de l'histoire des bénévoles, des pays dans lesquels ces actions se déroulent, de la nature des structures qui les accueillent, du territoire sur lequel ils agissent et bien sûr de la mission qu'ils accomplissent. Alors, M. Anglès-Doriac l'a un peu évoqué tout à l'heure, les formes de bénévolat sont multiples. Bénévolat de solidarité au sein d'associations, bénévolat d'accompagnement en fin de vie, bénévolat tutélaire, bénévolat citoyen sont déjà des termes qu'on a entendus, bénévolat d'entreprise que nous découvrirons tout à l'heure. La liste est loin d'être exhaustive, comme nous le verrons, mais son énumération témoigne d'ores et déjà de la richesse
des formes que prend ce bénévolat. Elle témoigne aussi de la nécessité de comprendre ce que l'on met sous ce mot bénévolat, sans rien en oublier, sans privilégier certaines approches au détriment d'autres, selon la place qu'on occupe et les représentations que l'on véhicule. D'une certaine manière, c'est la cartographie d'un continent qui reste à faire, comme l'a suggéré M. Anglès-d'Aurillac. Cette journée, à la fois, permettra de prendre la mesure de la diversité, mais également de mieux comprendre ce qu'il y a de commun entre toutes ces approches et ceux qui les portent. Énumérons, sans être exhaustifs, l'engagement individuel, celui de la communauté, la volonté de nouer le dialogue entre les générations, le devoir d'exigence, la nécessité de définir et de structurer le rôle et la place des bénévoles dans une identité associative. Mais n'oublions pas non plus la réflexion éthique, celle qui est menée par ce bénévole, qui occupe une place tout à fait singulière, en lien avec les professionnels, au cœur de l'intimité de la personne, mais qui ne doit pas briser le cercle fragile des histoires familiales. Alors je terminerai avec une phrase de Simone de Beauvoir qui me semble assez intéressante. Elle disait dans un livre qui s'appelle La vieillesse, « Par la manière dont la société se comporte avec ses vieillards, elle dévoile sans équivoque la vérité souvent soigneusement masquée, j'aime bien ce souvent soigneusement masqué, de ses principes et de ses fins. Ces bénévoles, pour qui intervenir auprès de vieillards fragilisés constitue une chance pour la réalisation de leur humanité à eux les bénévoles, nous en disent donc beaucoup sur notre société. Je pense qu'il est temps de les écouter et surtout de les entendre. Je vous remercie.